On poursuit ce Lex Inside, on va passer au cas pratique, on va s'intéresser à une visite inopinée dans une entreprise numérique. Comment ça se passe? Quels sont les droits et obligations de l'entreprise? On en parle tout de suite et je vais commencer avec vous, Joseph. Il y a une visite inopinée, les enquêteurs débarquent, comment ça se passe? Écoutez, on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je prends l'exemple de l'enquête lourde, visite inopinée en cas d'enquête lourde. Donc les enquêteurs arrivent dans l'entreprise aux alentours de 9 heures. Si la visite a lieu au domicile d'un salarié, ça a lieu plus tôt, ça peut commencer à 6 heures du matin, parce qu'il faut être sûr que le salarié soit présent. Naturellement, 6 heures ou 7 heures du matin, au domicile, là, c'est vraiment très perturbant. Mais ça peut arriver, et ça peut arriver d'autant plus maintenant avec le télétravail. Il y a eu maintenant un certain nombre d'enquêtes lourdes au domicile des salariés, parce qu'ils sont en télétravail, et les gens perquisitionnés ont protesté, mais leurs protestations n'ont pas été acceptées par la jurisprudence. On a considéré que dès lors qu'il y avait télétravail, eh bien, il fallait bien que les enquêteurs puissent aller au lieu du télétravail. D'accord, donc du coup, c'est plus fréquent. Oui. C'est depuis le Covid, ça s'est développé. Alors avant, comme le disait Frédéric, c'était surtout au domicile privé des dirigeants. Maintenant, ça peut être auprès de responsables commerciaux parce qu'ils travaillent chez eux à la maison. D'accord. Donc, voilà. Alors, prenons le cas le plus fréquent dans l'entreprise, donc vers 9 heures du matin. Donc là, il faut que l'entreprise ait mis en place une organisation pour recevoir les enquêteurs. Donc il faut qu'à l'accueil, les personnes de l'accueil aient des fiches pour savoir qui prévenir. Donc en général, on dit qu'il faut prévenir les juristes, directeur juridique, puis si le directeur juridique n'est pas disponible, tous les juristes présents ou à défaut le directeur financier par exemple, pour quelqu'un qui puisse recevoir les enquêteurs. Il faut vérifier leur carte professionnelle, il faut recevoir la notification de l'ordonnance pour pouvoir après en prendre connaissance et l'analyser tout au long de la journée. Et puis, il faut accueillir les enquêteurs le plus vite possible, prévenir les avocats. Donc là, les juristes doivent prévenir les avocats. Il faut faire attention. Une erreur parfois qui est faite, c'est de laisser un message sur un portable. Pourquoi c'est une erreur? Parce que l'avocat, il prend pas connaissance de tous ces messages sur son portable immédiatement. Nous, ça nous est arrivé dans une répétition où l'entreprise avait laissé simplement un message sur un portable et l'avocat, il en a eu connaissance 1 heure ou 2 heures après. Donc là, il faut rappeler l'avocat jusqu'à temps de l'avoir. Il faut donner comme instruction de toujours parler à un avocat personnellement et donc et lorsqu'on appelle le cabinet, demander à parler à un avocat, même si celui qui est sur la liste n'est pas présent, ben on en prend un autre. Hein. Donc il faut à tout prix faire cela pour que l'avocat puisse venir, ou les avocats, le plus vite possible dans l'entreprise. Ensuite, il faut installer les enquêteurs dans une salle, alors dans une salle sans documentation, dans une salle vide. Il faut organiser une deuxième salle avec un quartier général où il y aura d'autres avocats plus des juristes pour analyser l'évolution de l'enquête au fur et à mesure et voir qu'est-ce qu'ils cherchent et commencer à faire un diagnostic. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Et comme je l'avais dit, en fin de journée, il faut prendre des décisions sur les recours qu'on va faire, sur une éventuelle clémence, sur des audits forensiques à organiser. Voilà un peu le déroulement. Alors il faut également que chaque enquêteur soit toujours accompagné par un juriste ou un avocat. Il faut jamais laisser les enquêteurs seuls avec des salariés parce que ça peut donner lieu à des auditions informelles très très dangereuses. D'accord. Et là, le rôle du directeur juridique de cette entreprise du numérique, c'est quoi? C'est un rôle assez classique, il n'y a pas vraiment de différence, à ceci près que généralement dans les entreprises numériques, il n'y a pas tellement de documents papier, voire aucun document papier. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une réflexion de la part de la Commission européenne aujourd'hui, qui se pose la question de savoir est-ce que ça vaut toujours la peine d'aller dans les locaux ou pas, parce que ça engage des frais relativement importants et ça mobilise énormément de leurs collaborateurs et de leurs collaboratrices. Donc ce rôle-là, moi je considère que le directrice juridique concurrence, c'est un chef d'orchestre. Pourquoi c'est un chef d'orchestre? Parce qu'il doit penser à tout. Il doit penser à appeler les avocats, il doit penser à organiser l'accueil, il doit penser à trouver la salle, à appeler l'informatique, à les nourrir.
etc., etc. Donc en fait, de manière assez reptilienne, il doit penser à tout en 15 minutes. Et c'est facile d'orchestrer tout ça? Moi, j'ai une fiche. Moi, je vous dis, Vous avez une fiche pratique avec toute la checklist à respecter. Qu'est-ce que je dois faire, qui je dois appeler. Alors, on a déjà des salles louées en cas de perquisition. Donc, chez Suez, on sait que s'il y a une perquisition, les gens qui vont perquisitionner seront logés là, que les gens de Suez seront logés à tel endroit, pas à proximité, surtout pas à proximité. Et comme disait Maître Vogel, suivre en permanence, avoir en permanence quelqu'un à proximité, si ce n'est à côté des enquêteurs ou des enquêtrices. Moi, je l'ai vu lorsque j'étais du côté de l'autorité, des gens qui étaient des enquêteurs simples et qui ont découvert des choses, alors que s'il y avait eu probablement un avocat ou un juriste ou une juriste, ça ne serait pas passé comme ça. D'accord. Ils font aussi des auditions informellement, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc, oui, c'est essentiel. Donc, ce rôle de chef d'orchestre est absolument important de la part du juriste et du directeur juridique, puisque c'est sa responsabilité. Et donc, voilà notre rôle. Et les choses principales se font dans la demi-heure, dans l'heure qui suit leur arrivée. Donc, il faut faire attention, tout de suite être vigilant et être réactif. Voilà, il faut avoir les bons réflexes, savoir qui appeler, comment appeler, qui prévenir évidemment sa hiérarchie, qui elle après gérera ça de son côté en collaboration avec vous évidemment, puisque c'est vous qui ramenez les informations d'en bas. Mais voilà, donc ce rôle-là est absolument, à mon sens, est absolument crucial, et la collaboration avec l'avocat est fondamentale, est essentielle. Joseph, on est dans une entreprise du numérique, donc les informations sont sur support numérique, ordinateur, téléphone. Est-ce qu'on peut protéger les informations sensibles? Alors, il y a deux types de protection possibles. D'abord, le secret professionnel avocat-client. Donc ça implique de signaler aux enquêteurs qu'il y a des correspondances avocat-client. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, que ce soit la DGCCRF ou l'autorité, on va mettre tout ça sur un scellé fermé provisoire, et ils vont vous donner rendez-vous 3-4 semaines après pour ouvrir le scellé fermé provisoire et regarder ce qui est confidentiel avocat-client ou pas. Mais ça implique un travail très important au cours de ces 3-4 semaines, et un travail avec un forensique, parce qu'il faut identifier toutes les correspondances avocat-client que l'on estime devoir être protégées, et il faut justifier correspondance par correspondance pourquoi ça relève du secret. D'accord. Donc c'est long à faire. C'est très long. Et si on ne le fait pas, ce n'est pas reçu, y compris par les juges. Les juges exigent que... c'est un peu disproportionné aussi et asymétrique, parce que l'autorité va tout saisir, et vous, il faut que vous, pièce par pièce, vous justifiez pourquoi ça ne doit pas être saisi. Et il y a un désaccord fondamental actuellement entre les entreprises et l'autorité de la concurrence, puisque l'autorité, comme on l'a dit tout à l'heure, considère que seuls les documents avocat-client en vue de la défense de l'entreprise, donc après enquête ou après procès, sont couverts, et uniquement en plus dans les dossiers de concurrence. D'accord. Donc c'est très restrictif. C'est très restrictif. Et donc vous avez un désaccord de principe. Et lors de l'ouverture des scellés, ce que nous considérons aussi un peu anormal, c'est que vous avez en face de vous 10 rapporteurs par équipe de 2 qui vont regarder les correspondances avocat-client et qui vont dire oui, ça c'est confidentiel, ça c'est pas confidentiel. Entre deux équipes, la même correspondance, parce qu'il y a des doublons en informatique, peut être considérée comme confidentielle par les uns et pas par les autres. Et vous n'avez pas votre mot à dire. C'est-à-dire que si vous commencez à dire ça devrait être confidentiel, ils vous disent non maître, ça sera devant le juge. Donc le dernier mot revient à l'autorité. Voilà. Et on a un désaccord fondamental sur le fait que nous estimons que les conseils que nous donnons devraient ne pas être saisis, et que nous estimons que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union de 2022-2024 et de la Cour européenne des droits de l'homme disent que toute l'activité de l'avocat est confidentielle, y compris la consultation. Ce n'est pas l'avis des rapporteurs de l'autorité. Donc là, on a un débat de principe que l'on pose devant les premiers présidents et devant la Chambre criminelle, la Cour de cassation. Je pense que le seul moyen de mettre fin à ces divergences, c'est qu'un premier président
pose une question préjudicielle à la Cour de justice pour dire est-ce que c'est limité à la fiscalité ? Nous ne le pensons pas du tout. Ou est-ce que ça s'applique aux affaires de concurrence ? D'accord. Voilà. On va conclure l'émission là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Lex Inside, le grand débat. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.